Salut chers compatriotes, chers amis qui aiment le Congo. Aujourd'hui, on est de retour pour une autre séquence de vidéos de sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Nous continuons à penser que c'est la seule façon de développer le Congo et de faire du Congo un pays prospère, de faire du Congo un pays qui pourrait retrouver sa place dans le concert des nations. Moi, c'est Coach Moulaja, entrepreneur et investisseur au Congo et ailleurs. Je parle dans mes vidéos de l'entrepreneuriat, de la façon de pouvoir faire pour que des Congolais puissent continuer à espérer, la façon de faire pour que des Congolais s'enrichissent, la façon de faire pour que des Congos puissent reprendre le contrôle de leur pays. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'un de mes compatriotes a soulevé. Ce thème-là a soulevé des passions et c'est vrai qu'il a été dur, mais il avait dit quelque chose de très sincère et de très sérieux. Les Congolais sont dans le zoo. Ce compatriote qui s'appelle Zach Mwikassa, dans une de ses vidéos, a déclaré que les Congolais, en réalité, vivaient dans un zoo. Et ça avait choqué beaucoup de gens. Aujourd'hui, je vais essayer de revenir sur ce thème pour qu'on puisse comprendre. Et peut-être, je pense qu'il avait tout à fait raison de pouvoir dire ça de façon un peu plus crue. Mais je crois sincèrement que c'est ça que nous sommes. Restez donc, je vous demande toujours de vous abonner. Abonnez-vous à nos vidéos, puis abonnez-vous pour pouvoir nous suivre sur notre chaîne. Moi, c'est Coach Moulaja, comme je vous l'ai dit. Puis si vous vous abonnez, vous allez toujours avoir la primeur de nos vidéos. Vous allez pouvoir nous suivre. Vous allez apprendre surtout à devenir des entrepreneurs et des bons. À tantôt. Donc pour dire, chers frères, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de pouvoir nous regarder en face. C'est très important qu'on puisse se dire des vérités et des vrais. Il y a quelques semaines, je pense un mois ou deux, tout au plus, je pense que c'est un peu plus que ça, un de nos compatriotes influenceurs sur les réseaux sociaux a dit quelque chose qui a choqué beaucoup d'entre nous. Mais je pense que c'est une vérité qu'on devait se le répéter. Cette vérité, je pense que ça fait mal. Il a traité notre pays des zoos, puisque la façon dont on se comporte dans ce pays, c'est comme dans un zoo. Dans un zoo, il n'y a pas l'ordre. Dans un zoo, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de règles, puis les gens se comportent un peu n'importe comment. Pour revenir à ça, c'est tout à fait vrai. Moi aussi, je continue à penser que on a beaucoup de choses à changer dans notre façon de faire. On a beaucoup de choses à apprendre des autres et on a beaucoup de choses à réorganiser pour finalement vivre dans une société civilisée. C'est pas croyable de pouvoir... Prenons juste le cas de la circulation routière. Tu arrives à Kinshasa, puis tu regardes comment les conducteurs se conduisent, comment les piétons fonctionnent, puis tu arrives, puis tu vois les gens traversent les rues n'importe comment, puis à des endroits même où on a érigé des murs, les gens escaladent des murs pour pouvoir traverser. Et tu te demandes, est-ce que réellement on comprend qu'est-ce qu'on fait, puis devant un accident, puis tout le monde crie, c'est la faute du chauffeur, c'est la faute d'un tel, et puis ainsi de suite. Mais la façon dont on se comporte, c'est vraiment pas normal. Des fois, la plupart des embouteillages sont causés pas parce que il y a trop d'autos sur la route, mais dans une certaine mesure, c'est par la façon de conduire des chauffeurs quinois en particulier, à qui je m'adresse dans ce dossier. Et je peux pas comprendre que la notion de céder le passage, de partage de la route,
n'existe pratiquement pas. Dans la plupart des pays en Occident, t'arrives là, il n'y a aucun roulage nulle part. Je dis bien, il n'y a aucun roulage nulle part. Les gens savent que quand tu arrives à l'intersection, c'est soit un peu de circulation qui règle la circulation, puis chacun attend son tour, ou c'est le passage, le premier arrivé, le premier qui part. Donc quand on arrive, il y a un stop pour tout le monde. C'est lui qui est arrivé en premier. Tout le monde se surveille, il regarde, lui est arrivé en premier, il passe, et puis c'est lui qui arrive. Ça se règle automatiquement. Il n'y a personne pour venir nous dire, ben maintenant là c'est tour de tel ou de... Ça se fait de façon presque automatique. Mais tu arrives au Congo, même quand l'autre côté de la circulation est bouché, tu vois des gens se presser à aller boucher la voie qui permet à ce que des gens qui viennent dans un autre sens puissent traverser. Puis finalement, tout le monde se retrouve face à face, puis ça bouche et ça devient difficile à pouvoir passer. Et ça, des gens passent des heures et des heures dans cette situation. Mais pourquoi ça arrive? Ça arrive puisque on fonctionne un peu comme dans un zoo, comme disait Zach Mwekassa. Et je peux pas comprendre que les gens puissent pas partager la route. La route, ça se partage. Et en plus, il y a des motards qui arrivent. Puis quand toi, tu surveilles la circulation, tu regardes devant, puis quelqu'un sort de nulle part, puis avec le risque que tu puisses l'écraser, puisqu'un motard peut te sortir de ton angle de mort et puis vouloir traverser ou toutes sortes de manœuvres que tu te poses même des questions. Comment les gens mettent leur vie en danger pour n'importe quoi? Et ça, c'est un comportement des autres. C'est un comportement des autres. Comment tu veux que je puisse le dire de façon un peu plus claire? Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est un point... On se demande à un certain moment, pourquoi on se comporte de cette façon? Pourquoi on fonctionne dans un pays où il n'y a aucune planification? À rue, par exemple, on peut ériger un beau bâtiment, comme j'ai vu il y a quelques années à la gare centrale. On a fait une très belle structure, et puis avec des jets d'eau, puis c'était très beau. Puis là, un an plus tard, l'endroit est transformé en poubelle publique, puis les gens jettent dedans des bouteilles d'eau, puis c'est devenu trop sale, puis des gens pissent à l'intérieur, je m'excuse du terme, à l'intérieur de cette structure qui était, dans un premier temps, c'est quelque chose de très beau à voir et tout ça, là, puis du jour au lendemain, c'est devenu une poubelle. Pourquoi? Puisque dans notre façon de fonctionner, et ça arrive presque dans tous les domaines de nos infrastructures, des fois on peut construire quelque chose de beau, mais la personne qui a conçu ça ou qui a conçu l'État qui, au préalable, est le maître d'œuvre, va construire un bâtiment ou une place, un parc ou quelque chose du genre, mais à la fin, il n'y a aucun entretien qui suit. On ne prévoit pas, après la construction, qui va s'occuper de l'entretenir. Quelle structure ou quelle société va passer pour ramasser des déchets, nettoyer, remplacer des lumières, par exemple, quand il s'agit des lampadaires, tout ça. Rien, aucune planification. Et 6 mois après, ça retombe en ruine et puis ça redevient comme avant. La nature, tu sais, la nature a horreur du vide et si vous n'y faites rien, la nature reprend ses droits et les herbes vont pousser, puis les gens vont faire toutes sortes de désordres, puis à la fin, ça redevient comme si on a jeté de l'argent. Donc, cette façon de faire, c'est typiquement dans un zoo. Et si Zach Mwekassa dit que le Congo, c'est un zoo, quand on regarde ce genre d'aspect, on peut conclure avec beaucoup d'assurance que réellement on vit dans un zoo.
puisque dans un zoo, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a personne, aucun animal qui va venir tondre le gazon pour les autres ou qui va venir organiser la circulation ou qui va venir arranger le passage pour tout le monde. Non. C'est au Far West, tout le monde fait ce qu'il veut, puis c'est comme ça que vivent les animaux. Donc, nous aussi, si on ne sait pas entretenir nos infrastructures, des gens boivent de l'eau, puis les jettent des bouteilles n'importe où, les gens ne comprennent même pas les caniveaux. Quelqu'un balaye devant chez lui, puis il va mettre tous ses déchets dans le caniveau. Puis comment voulez-vous qu'on puisse pas être assimilé aux animaux? Effectivement, on est des animaux, puisque il y a que des animaux qui ont une attitude du genre, il y a que des animaux qui se comportent de la sorte, il y a que des animaux qui peuvent, qui vivent sans loi ni règle. Nous, comme humains, comme des gens civilisés, entre guillemets, puisqu'on n'est pas du tout civilisés, puisque partout où je passe, puis quand je regarde la façon dont, des fois même moi-même, à force d'être au Congo, à un moment donné, quand je sors du Congo, puis il y a certains réflexes qui me quittent l'esprit, puis j'arrive en Occident, des fois, je pense juste, les 2 premiers jours que j'arrive, des fois, quand j'ai traîné comme 3, 4, 5 mois au Congo, quand je rentre en Occident, puis il y a certaines règles ou certains principes de base qui m'échappent, puis ça me prend peut-être 1 ou 2 jours pour me réajuster par rapport à ça. Tout ça là pour dire que, mon cher frère, on a beaucoup de choses à faire, et puis ça, l'État a aussi sa part de responsabilité, puisque qui organise la société, c'est l'État. L'État a le devoir de nous organiser une société et de mettre des règles qui doivent être respectées par tous. Quand tu trouves que l'État qui émet des règles va circuler en sens contraire de la circulation, puis avec des gyrophares, même dans une situation où il n'y a pas d'urgence, même en Occident, moi personnellement, j'ai longtemps vécu au Canada, puis je suis régulièrement aux États-Unis, en France, en Suisse, en Belgique, un peu partout. Je n'ai jamais vu là où les officiels circulent en sens contraire de la circulation. J'ai jamais vu ça. Mais quand on arrive au Congo, les officiels, on dirait que eux ont le droit de circuler en sens contraire de la circulation et que les autres sont des sous-hommes ou des sous-citoyens qui doivent respecter les règles. Et ça, comment ne pas dire qu'on est dans un zoo? Puisqu'il n'y a que dans un zoo où ce genre de comportements sont acceptables et tolérés. Puisque dans une société normale, on ne peut pas voir quelqu'un circuler à contresens de la circulation et que ce soit qui qu'il soit, que tu sois maire de la ville, que tu sois président de la République, que tu sois je ne sais pas qui, tout le monde est censé aller dans le sens de la circulation et non circuler en sens inverse et puis avoir la priorité sur les autres. Et donc, si on regarde cette façon de faire, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit qu'on fonctionne des fois dans un pays où la circulation est mal régulée. Qu'est-ce qui va arriver? Ça arrive que les gens ne sont plus productifs. Je donne un exemple simple. Moi, je suis entrepreneur et puis j'ai un charroi automobile où des livraisons doivent être faites dans la ville. Mais quand un chauffeur quitte sur un tronçon où il est censé mettre 30-45 minutes, puis se retrouve à faire 2-3 heures, pourquoi? Puisque des bouchons à n'en plus finir, puis à des heures même en fait, dans une ville comme Kinshasa, on ne sait plus à quelle heure c'est l'heure normale ou c'est à quelle heure. Il n'y a plus d'heures de pointe. Presque toute la journée, c'est compliqué. On ne sait pas dans quelle direction on s'en va. Puis c'est une perte de productivité quand on se retrouve dans une ville où vous fonctionnez, un chauffeur, une livraison qui devait durer 30-45 minutes se retrouve à durer 2 heures. Et puis s'il y a 3 livraisons dans la journée, c'est quoi? C'est une perte de productivité pour des entreprises et en même temps, tous ces coûts-là vont être additionnés. Puis c'est pourquoi les choses, des fois, coûtent beaucoup plus cher à cause que
les commerçants doivent rattraper les coûts qu'ils sont en train de perdre par le fait que la circulation est mal régulée. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire et leurs urbanistes ont fait des études pour comprendre que non, écoute, la perte les embouteillages qu'il y a à Abidjan font perdre à l'économie autant de millions et ils ont décidé de pouvoir gérer la situation en se disant, ok, on va créer un réseau de métro qui va permettre à absorber une grande partie de la circulation et permettre à fluidifier les routes, puisque les gens, s'ils ont un transport en commun potable, stable, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Selon leur sondage, les gens ont dit, si moi, il y a le métro et que je peux arriver à temps dans de bonnes conditions au travail, pourquoi je vais prendre mon auto, je vais laisser mon auto à la maison, puis je vais prendre le transport en commun. Et la même situation, je ne peux pas comprendre que Abidjan, c'est une petite ville à comparer à Kinshasa, par exemple, ou une ville où la ville de Kinshasa, c'est entre 15 et 20 millions d'habitants. 15 à 20 millions d'habitants, c'est la seule ville, je pèse mes mots, c'est la seule ville au monde de cette taille qui n'a aucun système de transport en commun viable. C'est pas quelques autobus. Les autobus vont rentrer dans la circulation comme tout le monde, et puis qu'est-ce que ça va donner? Ça va absolument rien donner. Mais dans un zoo, il n'y a pas de planification. Dans un zoo, on fonctionne au Far West, on essaie de trouver des solutions à l'emporte-pièce, comme ajouter des nombres de bus qui changent absolument rien. Puis à la fin, on se retrouve avec des petits taxibus qui roulent à gauche, à droite et de façon maladroite, et des chauffeurs de motos. Puis tout ça là, pourquoi les gens les empruntent? Puisqu'il n'y a pas un système de transport en commun fiable. Mais si une ville comme Kinshasa devait avoir de métro ou au pire des trains légers qui circuleraient, qui pourraient permettre à ce qu'on puisse absorber une grande partie des gens qui se déplacent. Et si les mouvements des masses sont développés correctement, puis que des gens empruntent des moyens de transport comme un métro ou un train léger, ça pourrait absorber la circulation et permettre à ce qu'on puisse dégager les routes. Et puis, les routes pourront être facilement utilisées par des livreurs qui vont pouvoir circuler librement. Puisque, comme les Ivoiriens ont pu s'en rendre compte dans leur étude, ils ont pu prouver que les embouteillages sont un frein au développement et que les embouteillages empêchent au pays de pouvoir faire tourner l'économie correctement. Et c'est ça qui les a poussés à pouvoir payer, je pense, 2 milliards pour pouvoir se faire un réseau de métro qui va bientôt être opérationnel. Tout ça pour dire que c'est des pays comme nous, peut-être qui ont un potentiel moindre que le nôtre, mais qui ont pu s'organiser. Mais dans un zoo, on ne s'organise pas, on fonctionne, on ne planifie pas à long terme. On vit au jour le jour. Et ça, c'est comme des animaux. Donc, tout ça là pour dire que et le frère a raison de dire que nous, on est des animaux, puis qu'on fonctionne comme dans un zoo. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse commencer à planifier des choses, qu'on puisse faire des choses comme du monde, puisque ça n'a aucun bon sens qu'on continue à nous comporter de cette façon-là, puis qu'on espère nous développer. D'ici 5-10 ans, là, la population va encore continuer à croître. Et qu'est-ce que ça va donner dans 10, 15, 20 ans? On ne pourra plus circuler dans des villes comme Kinshasa. Et tout ça là, pourquoi? Puisque ceux qui dirigent manquent cruellement d'imagination. La planification, ça n'existe pas. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Puis je continue à penser qu'on a beaucoup de choses à faire et qu'on est capable de faire pour pouvoir transformer le Congo. Je vous souhaite une très bonne soirée, mes chers compatriotes. Je sais que le Congo a un avenir meilleur et moi, je continue à croire qu'on va développer le Congo et on va développer le Congo de la meilleure façon qui soit. Et ça va demander la contribution de tout le monde et ça va demander aussi la vigilance de tous les Congolais pour faire que ceux qui prennent de mauvaises décisions puissent être sanctionnés et sanctionnés sévèrement. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Rappelez-vous, l'avenir du Congo est meilleur. Demain le Congo.